Et patrie divine, scène de l'imam Reza. Les Zulfikar avancent, les Ashuraï avancent. Et patrie divine, scène de l'imam Reza. Merci, merci. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 7 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Sayed M. Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir. Permettez-moi de commencer, professeur Marandi. Les images que je vous ai montrées viennent d'Iran en ce moment. Voilà ce qui s'y passe. Donald Trump menace le peuple iranien, mais on peut voir ce qui se passe en Iran. Les gens sont dans les rues pour soutenir les politiques du gouvernement. Ils savent qu'ils doivent se battre et qu'il n'y a pas d'autre option. Ils doivent se battre jusqu'au bout. Mais professeur Marandi, laissez-moi commencer par ce qu'a dit Donald Trump, le président des États-Unis. Il a publié qu'une civilisation entière mourra ce soir pour ne jamais renaître. Je ne veux pas que cela arrive, mais c'est probablement ce qui va se passer. En gros, il parle d'utiliser des armes nucléaires, car cela a été réaffirmé par le vice-président des États-Unis, qui, comme vous le savez, est en Hongrie pour soutenir Orbán. Et il a dit la même chose, qu'il existe des outils que les États-Unis n'ont pas encore utilisés, faisant essentiellement référence aux armes nucléaires. Quelle est votre réaction à ce qui s'est passé et à la manière dont Donald Trump essaie d'intimider les Iraniens? Eh bien Nima, permets-moi d'être très clair sur tout cela. Nous sommes des musulmans chiites et nous avons une foi infinie en Dieu. Nous savons que le chemin que nous avons choisi est le bon. Notre péché, c'est que nous soutenons le peuple palestinien. Non pas parce que nous appartenons au même clan, ni parce que nous sommes de la même race, ni parce que nous faisons partie de la même secte, ni parce que nous parlons la même langue, et même pas parce que nous sommes voisins. C'est parce qu'ils sont des victimes. Ils sont victimes depuis de nombreuses décennies, et maintenant, ils sont massacrés. Et l'Occident soutient ce massacre. L'Occident collectif est derrière cela. Les démocraties libérales, comme elles aiment se qualifier, approuvent pleinement ce massacre. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour que cela se produise, pour le permettre. Comme lorsque Trump dit que l'Iran sera anéanti et qu'aucun média occidental ne réagit, que ce soit ses opposants ou ses partisans, que ce soit The Guardian ou The Times à Londres, que ce soit The New York Times ou Breitbart. Cela ne change rien. Lorsqu'il dit qu'il renverra l'Iran à l'âge de pierre, personne en Occident ne s'indigne. On ne voit pas The Washington Post s'indigner. On ne voit pas MSNBC s'indigner. Comme avec Cuba, ils affament le pays. Comme avec la Syrie, ils soutiennent l'État islamique et Al-Qaïda. L'établissement politique, lorsqu'il s'agit d'empire, est brutal et immoral. Ils écrasent le peuple palestinien. Depuis 2 ans et demi, le peuple palestinien subit un génocide. Et la seule chose qui se dresse entre leur annihilation totale, leur extermination, c'est l'axe de la résistance. C'est la République islamique d'Iran et ses alliés régionaux. C'est notre péché. Mais nous ne pouvons pas abandonner le peuple palestinien. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas possible. Nous préférons mourir debout que vivre ou mourir à genoux. Ce n'est tout simplement pas un choix que nous pouvons accepter.
that we can accept. I've discussed this on your show before. J'en ai déjà parlé dans votre émission. Nous avons un lien profond avec ce que le petit-fils du prophète a fait à Karbala. En défiant le despote de son époque, Hussein s'est dressé contre le tyran du moment, et lui ainsi que ses compagnons ont tous été martyrisés pour la cause de la justice. Sa sœur a poursuivi le combat. Cela est profondément enraciné dans notre culture. C'est pourquoi vous voyez des hommes et des femmes dans les rues la nuit, sous le feu des missiles. Ils les prennent pour cible avec leurs missiles. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, tout près d'ici, une femme a été tuée lorsqu'ils ont tiré un missile sur l'un de ces rassemblements. Ils tirent des missiles sur les foules. Et les médias occidentaux, ainsi que les élites occidentales, s'en moquent complètement. Ils le justifient. S'ils avaient la moindre humanité, l'un de ces journalistes occidentaux, avec tous leurs abonnés, aurait tweeté « C'est scandaleux. Nous commettons des crimes contre l'humanité. » Avez-vous vu un seul journaliste occidental important, au cours de la dernière semaine, exprimer son indignation face à la menace de provoquer de loin le plus grand holocauste de l'histoire humaine? Avez-vous vu l'un de ces journalistes sur CNN, MSNBC ou Sky News? La BBC, la BBC est tellement sinistre, tellement malfaisante, qu'un de leurs journalistes a affirmé que des gens en Iran disaient « Vous pouvez utiliser des armes nucléaires contre nous ». C'est d'une méchanceté absolue. La BBC est absolument malfaisante. Elle a toujours été comme ça. Je le sais, je traite avec les médias depuis toutes ces années. Et toutes ces personnes qui ont contribué aux mensonges des médias occidentaux au fil des ans, pour diaboliser l'Iran, pour répandre des mensonges. Que ce soit à propos de Mahsa Amini, qui n'a jamais été assassiné, qui n'a jamais été battu, ou des mensonges sur des dizaines de milliers de manifestants pacifiques prétendument massacrés par la police iranienne. Tout cela n'est que mensonge. Et maintenant, nous voyons Trump lui-même admettre qu'il a envoyé des armes à ces manifestants. Si ces manifestants étaient spontanés, à qui envoyait-il les armes? Il les envoyait à ces réseaux à l'intérieur de l'Iran qui recevaient leurs ordres de l'extérieur. On n'envoie pas simplement des armes pour les laisser à un coin de rue ou au milieu d'une place. Il faut des gens. C'était donc une insurrection armée. Mais les médias occidentaux ont fermé les yeux. Et ces soi-disant intellectuels, ces gauchistes, certains d'entre eux qui prétendent s'opposer au courant dominant, ils ont répété la même chose. Ils ont du sang sur les mains, chacun d'entre eux. Chacun d'entre eux a du sang sur les mains, parce que c'était très réconfortant pour eux. Il leur était très facile de répéter les récits. Cela les rendait plus acceptables dans le courant dominant, tout en leur permettant de prétendre être subversifs. Ils ont menti. Ils mentent sur l'Iran depuis 47 ans. La boussole morale se trouve ici, à Téhéran. C'est le pays qui s'oppose au génocide. Tous les autres pays sont complices, sauf bien sûr les alliés de l'Iran, que ce soit le Yémen, le Hezbollah, la résistance en Irak, ou ceux qui soutiennent la résistance, qui se comptent désormais par centaines de millions à travers le monde, voire par milliards. Les partisans de l'axe de la résistance se multiplient d'heure en heure. Et contre qui nous dressons-nous? Nous nous dressons contre le tyran de notre époque, qui bénéficie du plein soutien de... Avez-vous vu un seul pays européen dénoncer Trump au cours de la dernière semaine? Avez-vous entendu un seul responsable européen dire « Tu es un monstre, tu es un meurtrier de masse, tu veux perpétrer un holocauste » ? Aucun. Alors, quel est le péché de l'Iran? C'est son indépendance et son soutien au peuple palestinien. Cela ne prendra pas fin. La nuit passera. Nous verrons ce qui se passera demain. Mais nous mourrons debout, ou nous resterons debout et vaincrons l'ennemi.
or we will stand and defeat the enemy. Ce que nous avons appris, professeur Marandi, c'est que l'Iran a interrompu toutes les communications avec les Américains, directement et indirectement, via le Pakistan, la Turquie et tout cela. Quelle est la politique? Quel est l'objectif actuel du gouvernement iranien? Et en quoi cela fait-il partie de la guerre? Pourquoi laisser cela se produire? Et que veut Donald Trump de l'Iran? What does Donald Trump want from Iran? He wants total submission. He wants Iran. Il veut une soumission totale. Il veut que l'Iran soit asservi. Il n'y a aucun compromis possible avec ce monstre. Certaines personnes en Iran ont été naïves de penser que nous pourrions conclure un accord avec Trump. Ce n'est pas faisable. Un accord où ta dignité et tes principes sont préservés n'est pas possible avec un tel monstre. Après tout, il mène un holocauste à Gaza. Il aide à mener des frappes génocidaires contre le Liban jour et nuit. Il est en train d'étrangler le peuple de Cuba à l'instant même, étrangler un pays de 10 millions d'habitants. Et personne en Occident ne proteste. Personne n'est indigné. Personne dans le Sud global n'est indigné. Personne ne se lèvera sauf l'Iran, sauf le Yémen. No one will stand up except for Iran, except for Yemen, except for Hezbollah. You know, General Soleimani. Sauf pour le Hezbollah. Vous savez, le général Soleimani a dit, célèbrement, et je l'ai déjà mentionné une fois dans votre émission, « Nous sommes la nation du martyr. Nous sommes la nation de l'imam Hussein. » C'est en réalité contraire à ce que l'Occident pense de l'Iran et à ce que ces régimes de la région, comme le Qatar, l'Arabie saoudite, Erdogan et d'autres, essayent de faire en diabolisant l'Iran depuis des décennies. Ce n'est pas un rejet de la vie. C'est une célébration de la vie. Nous sommes prêts à être martyrisés pour épargner les enfants de Gaza. Ce ne sont pas nos enfants. Nous ne sommes pas arabes. Ce ne sont pas nos voisins. En fait, dans le monde arabe, ils n'arrêtent pas d'antagoniser l'Iran. Ils ne cessent de provoquer le Hezbollah. Ils essaient toujours de calomnier les chiites. Pourquoi? Parce que l'Empire veut la division et que ses relais, comme l'Azerbaïdjan, la Turquie, les Émirats, l'Égypte, la Jordanie et les autres, ont besoin de cette division pour justifier leur inaction et leur complicité. Ils doivent diaboliser ceux qui soutiennent sincèrement les opprimés. Ils le doivent. Alors, malgré tout cela, c'est la résistance, c'est l'Iran qui s'oppose au génocide. Comment se fait-il qu'un État, un peuple qui s'oppose au génocide, soit accusé d'en commettre un chez lui? On les qualifie de malfaisants, tandis que les soi-disant bons gouvernements sont ceux qui soutiennent le génocide à Gaza. Est-ce qu'une personne saine d'esprit peut vraiment croire cela? Une seule personne sensée, dotée d'un peu d'intégrité, peut-elle y croire? Voilà l'histoire. Voilà la réalité. Nous sommes du côté des opprimés. Nous sommes du côté des marginalisés. Et nous voulons notre indépendance. L'Empire trouve cela intolérable. L'Empire dispose de bras très très puissants et de très nombreux intermédiaires. Ils diviseront pour régner. Ils imposeront des sanctions. Ils soutiendront le terrorisme. Ils mèneront des guerres. Mais l'Iran reste ferme. Depuis 47 ans, ils ont échoué à vaincre l'Iran. Mais lorsqu'ils frappent l'Iran aujourd'hui, ils doivent se préparer à être repoussés. Ils doivent être prêts à accepter la punition. Les Iraniens ne vont plus se retenir. Ils frappent notre infrastructure vitale. Nous frapperons l'infrastructure vitale de tous les régimes impliqués dans cette agression génocidaire, qu'il s'agisse du régime israélien, des proxys américains dans la région ou de tout atout américain à notre portée. Nous veillerons à ce que les États-Unis sous Trump soient vaincus. Nous veillerons à ce que Netanyahou subisse une défaite stratégique, peu importe la douleur. Et il y a de la douleur, et il y en aura davantage. Ils assassinent des gens. Aujourd'hui, ils ont bombardé un marché à Téhéran. Ils ont bombardé une synagogue. They bombed a synagogue. The Israeli regime bombed a synagogue in Tehran.
Le régime israélien a bombardé une synagogue à Téhéran. Pourquoi? Parce qu'il ne se soucie pas des Juifs. Il déteste les Juifs. Il ne se préoccupe que du sionisme et de leur propre suprémacisme. Il ne se soucie pas des Juifs. Pourquoi, diable, aurait-il, parmi tous les endroits possibles, bombardé une synagogue à Téhéran? Parce que tout ce qui s'oppose à eux, ou tout ce qui n'est pas avec eux, mérite la mort et la destruction. Et l'Occident, les élites en Occident, soutiennent pleinement cela. La seule façon de les vaincre, Nima, c'est de se lever et de résister. Nous sommes la nation de la résistance. Et je pense qu'à présent, tout le monde sait que nous sommes la nation de la résistance. Ce ne sont pas de simples slogans. Ce ne sont pas des paroles creuses. Pendant des décennies, ces régimes du Golfe Persique, le régime d'Erdogan et d'autres, ont promu l'idée que l'Iran et la résistance n'étaient que des paroles. Mais au cours des 2 dernières années et demie, nous avons vu qui a fait les sacrifices, qui continue à les faire et qui reste ferme. Les gens doivent commencer à repenser l'Iran. Ils doivent commencer à repenser la résistance. Ils doivent commencer à repenser l'axe de la résistance. Et les peuples du monde entier doivent prendre leurs propres décisions. Vont-ils rester les bras croisés et laisser le monde être détruit par ce monstre, ou vont-ils se lever et résister? Vont-ils descendre dans la rue? Vont-ils boycotter? Vont-ils pousser leur gouvernement à prendre position? Ou vont-ils simplement rester chez eux à aimer ta vidéo ou au mieux laisser un commentaire? Je suis sûr que beaucoup de tes spectateurs, beaucoup d'entre eux, font tout ce qu'ils peuvent. Mais je m'adresse à ceux qui ne font rien. La résistance signifie ne pas acheter de produits occidentaux, ne pas acheter de produits américains, boycotter tout ce qui est américain et encourager les autres à ignorer tout ce qui vient des États-Unis, même à l'intérieur des États-Unis, ainsi que de tous les pays qui leur sont affiliés. Nous devons pousser les gouvernements, pousser les peuples à se soulever. Nous devons provoquer le changement avant qu'il ne soit trop tard. Allons-nous rester les bras croisés et attendre que les Palestiniens de Gaza soient exterminés? Allons-nous attendre qu'ils se débarrassent de tous les enfants, que tous les enfants meurent de maladies, de faim, de froid, de chaleur et de maux qui pourraient facilement être soignés? Ou allons-nous augmenter la pression? Je ne suis pas pessimiste. Vous me connaissez, je ne suis pas pessimiste. Je suis optimiste quant à l'avenir. Je ne connais pas mon destin. Je ne connais pas le destin de ma famille. Je ne connais pas le destin des personnes dans ce bâtiment. Mais ma responsabilité est de rester ferme. Et la responsabilité des gens autour de moi est d'en faire autant. Et chaque fois que je vois des personnes dont les jambes tremblent, je dois les encourager à être fortes. Et chaque fois que quelqu'un voit mes jambes trembler, il faut qu'on m'encourage à être fort. Mais encore une fois, je pose la question à votre public. Si la République islamique d'Iran n'avait pas la plus forte légitimité morale et le plus grand soutien populaire, aurait-elle pu survivre à cette offensive, à ce fou, à ces fous, à cette idéologie malfaisante, seule? Qui soutient l'Iran? Il est seul. Certains pays commercent un peu ou apportent un peu d'aide, mais l'Iran est livré à lui-même. Il est seul. Et il aurait pu conclure un accord à de nombreuses reprises par le passé. Il aurait pu renoncer à sa souveraineté. Il aurait pu devenir un autre Égypte, ou un autre Turquie, ou un autre Pakistan, ou n'importe quel autre pays de cette planète. Mais il a choisi d'être indépendant, et il a choisi d'avoir des principes. Et il restera ainsi, Inch'Allah. Professeur Marandi, le langage utilisé par le président des États-Unis à la veille de Pâques, il a traité tous les Iraniens de bâtards. Et ensuite, il a littéralement parlé de mettre fin à la civilisation en Iran, ce qui, à mon avis, montre qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Il ne connaît pas le peuple iranien, la culture iranienne, la civilisation iranienne,
la foi iranienne. Il ne sait rien de tout cela. Et pourtant, le langage qu'il emploie, je pense que c'est la fin de la communauté Sanadja. Parce que, comme vous l'avez mentionné, personne ne s'y oppose. C'est le langage qu'Adolf Hitler utilisait lorsqu'il tuait des gens, qu'il assassinait des personnes. Et encore une fois, on voit le président des États-Unis l'utiliser contre l'Iran. Ce n'est rien de nouveau. Nous avons déjà vu cela dans l'histoire, et c'est en train d'être réitéré par le président des États-Unis en ce moment, pour, d'une certaine manière, convaincre les gens que ce qu'il fait est juste. Mais comment voyez-vous la communauté internationale? Comment percevez-vous le langage qu'il emploie? Il n'y a pas d'indignation, comme vous l'avez mentionné. En réalité, je ne pense pas qu'Adolf Hitler ou Saddam Hussein, ni aucun des tyrans de l'histoire, ait jamais parlé de cette manière particulière. La manière dont Trump l'a fait et continue de le faire à plusieurs reprises, dans le silence général de l'Occident. Je ne me souviens pas que Saddam Hussein, même pendant sa guerre meurtrière et génocidaire contre l'Iran, ait jamais dit qu'il allait anéantir une civilisation. Je n'ai jamais entendu cela. Hitler l'a dit avec tous les crimes qu'il a commis. Les seuls qui me viennent à l'esprit dans l'histoire contemporaine sont bien sûr ceux qui qualifient les Palestiniens d'Amalek. Ce sont eux qui parlent d'extermination de peuples. Autrefois, peut-être dans les siècles passés, cela se disait plus ouvertement. Je veux dire, l'Empire britannique et d'autres empires à travers l'histoire ont fait beaucoup de choses. Les historiens devraient nous dire quelle langue était utilisée. Et je suis sûr que ce genre de langage a été employé par différents despotes au fil du temps. Mais à l'époque contemporaine, parmi les principaux despotes et figures maléfiques, comme les deux que j'ai mentionnés, je ne me souviens pas avoir jamais vu une telle citation. Mais les sionistes, c'est le langage du sionisme. C'est le langage du sionisme. Allez voir comment ils appelaient les Palestiniens lorsqu'ils ont commencé le génocide à Gaza. Regardez la terminologie utilisée par ces gens. Voilà donc un exemple que Trump semble répéter, et je pense que c'est de là qu'il tire son langage. Donc je pense, professeur Marandi, que lorsqu'il s'agit du détroit d'Ormuz, aujourd'hui J.D. Vance en parle, l'une des choses les plus importantes qu'il a mentionnées, qui pourrait, selon lui, pousser les États-Unis à utiliser des armes nucléaires, c'est le détroit d'Ormuz. Il appelle cela, vous savez, du terrorisme économique ou quelque chose de ce genre. Un nouveau terme introduit dans la langue anglaise par le vice-président américain J.D. Vance. Mais après tout, qu'est-ce que le détroit d'Ormuz? Je ne vois pas que l'Iran ait fermé le détroit d'Ormuz. L'Iran le gère. L'Iran a coopéré avec d'autres pays dans cette région. Alors, quelle est la politique dans le détroit d'Ormuz qui serait, d'une manière ou d'une autre, inacceptable pour Donald Trump? Ceux qui s'opposent à l'Iran utilisent le détroit d'Ormuz. L'Irak peut utiliser le détroit d'Ormuz. Les pays qui ont acheté des marchandises peuvent récupérer leurs biens. Mais tant que l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar, le Koweït et Bahreïn faciliteront l'agression contre l'Iran, en permettant aux sionistes d'utiliser leurs terres, leurs mers et leur ciel contre le peuple iranien, nous ne les laisserons pas utiliser le détroit d'Ormuz. Certains pays qui ne sont pas en guerre avec l'Iran ont conclu des accords avec lui et leurs navires ont quitté le golfe Persique par le détroit d'Ormuz. Mais ces régimes, qui tuent nos enfants, d'où sont tirés les missiles, d'où décollent les avions pour massacrer notre peuple, pour bombarder nos marchés, pour bombarder des mosquées et des synagogues. Non, bien sûr que non. Le terroriste, c'est Vance. Le terroriste, c'est Trump. Le terroriste, c'est Netanyahou, le régime israélien et tous ceux qui coopèrent avec eux.
Ce sont eux, les terroristes. Nous n'avons pas commencé cette guerre, même si les médias occidentaux, qui sont restés silencieux face à toutes les absurdités que Trump a proférées ces derniers jours, tout comme les dirigeants occidentaux et d'autres à travers le monde, n'ont rien dit sur qui est l'agresseur. On pourrait croire, en regardant CNN ou Fox News, que c'est l'Iran qui a déclenché la guerre. Mais à chaque étape, c'est l'autre camp qui a provoqué l'escalade. L'Iran n'a jamais initié d'escalade. L'Iran n'a jamais initié l'escalade. C'est l'autre camp qui l'a fait. Mais lorsqu'il commence à viser nos infrastructures critiques, nous riposterons. Il n'y a pas d'autre option. Et nous resterons fermes, quoi qu'il arrive. Vance n'est pas en position de parler de l'Iran. Il a du sang sur les mains. C'est lui qui a déclenché cette guerre. Il fait partie de cette administration, de ce régime Trump. C'est extraordinaire. L'audace de ces gens dans les couloirs du pouvoir en Occident et de leurs médias dociles, qu'il s'agisse de la BBC, de la soi-disant sinistre BBC, de Fox News ou d'autres, de pouvoir transformer la victime en agresseur. Mais ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Le peuple de Gaza est qualifié d'agresseur depuis des décennies. On les a étiquetés comme tels. C'est pourquoi ils ne suscitent aucune sympathie dans les médias occidentaux. C'est pourquoi, pendant l'Holocauste à Gaza, on a fait preuve d'indifférence et de silence. C'est pourquoi, lorsque les Israéliens ont rasé Beyrouth, on a qualifié tous ces immeubles d'habitation de bastions du Hezbollah. Pourquoi? Parce qu'ils sont les fantassins de l'Empire. Ils créent le langage qui sert à faciliter et à justifier le génocide, le carnage et le massacre. Ainsi, encore une fois, cela montre à toute personne impartiale qui sont les Iraniens, qui est le Hezbollah et qui sont leurs adversaires. Il y a eu une opération, professeur Marandi. Hier, Donald Trump parlait d'une mission de sauvetage réussie en Iran. Il s'agissait d'un pilote, le second pilote d'un F-15E, qu'il décrivait d'une manière assez détaillée. Vous savez, pendant plus d'une heure, il a expliqué comment la mission s'était déroulée, étape par étape, et on peut se demander, pourquoi fait-il cela? Pourquoi a-t-il besoin d'aller aussi loin dans la description de ce qui s'est passé, simplement pour montrer que c'était une victoire totale de son côté? Quelle est la compréhension iranienne de ce qui s'est passé lors de cette opération? Eh bien, plus il parle, plus cela montre que c'est un échec. Et il le sait, tout comme les gens autour de lui et ceux qui contrôlent les médias. Depuis presque 40 jours maintenant, tout est censé être un succès, et pourtant, nous perdons. Je ne sais pas pourquoi nos missiles ne s'épuisent pas, nos drones ne s'épuisent pas. Et lorsqu'ils mèneront une attaque terrestre, ce qui est possible, ils pourraient le faire bientôt, ils parleront encore de succès. Mais après quelques jours, ils découvriront que cela aussi a été un échec. C'est un échec depuis le premier jour. Peu importe ce que les médias occidentaux vous disent. Ça a été un échec du début à la fin. Leur seul succès, c'est de tuer des enfants, et ils sont doués pour ça. L'Occident collectif, c'est là leur spécialité. Nous l'avons vu à Gaza. Nous le voyons quand ils étranglent le peuple syrien et installent Daesh et Al-Qaïda. Nous voyons ce qu'ils ont fait en Libye, ce qu'ils font à Cuba, et la liste continue. Mais cette opération était intéressante, car elle n'aurait pas dû se dérouler ainsi tout d'abord. Et il est clair, c'est ce que pensent les Iraniens, que ces moyens étaient préparés pour quelque chose de très différent, mais qu'ils ont fini par utiliser des ressources qui étaient destinées à une opération majeure. À l'intérieur de l'Iran, ils les ont utilisés pour sauver cette personne. Or, cette personne était probablement importante, vu les efforts considérables qu'ils ont déployés pour la secourir.
Ils ont perdu 2 avions, plusieurs drones et hélicoptères, rien que dans cette opération. Ils ont dépensé des sommes énormes, car des avions survolaient la zone. Et on pense en Iran qu'un certain nombre de soldats sont morts. Il existe des images de combat, des images d'un avion endommagé et d'un hélicoptère endommagé. Ceux qui ont participé aux affrontements affirment qu'il y a bien eu des pertes et qu'il est très probable que plusieurs personnes aient été tuées. Mais les États-Unis cachent leurs chiffres. Je ne sais pas si les chiffres donnés par les Iraniens sont corrects. Ce sont des chiffres que je ne peux pas non plus vérifier. Je ne sais pas. Je ne suis pas sur le champ de bataille. Mais des personnes présentes sur le terrain ont dit qu'ils avaient subi de lourdes pertes. Et quand ils embarquaient ces gens dans les avions pour les évacuer, ils étaient grièvement blessés. Ou pire. Donc je pense que probablement, et personne ne le sait avec certitude, il s'agissait d'une équipe formée pour mener une opération en profondeur à l'intérieur de l'Iran, mais cela n'a pas fonctionné. Et souvenez-vous, ce n'était pas une zone très peuplée. Peu d'habitants locaux sont allés les combattre. Tu sais, cette région fait partie du pays où la population est très clairsemée. Il faut garder à l'esprit que l'Iran est à peu près de la taille de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni réunis, et même un peu plus. C'est immense. La population se concentre surtout au nord et à l'ouest, n'est-ce pas? Parce qu'au nord, il y a beaucoup de montagnes, et à l'ouest, il y a des montagnes, de la neige et de l'eau. Donc il y a de l'agriculture, des villes, des forêts, et tu sais, la terre et le climat y sont meilleurs. Il y a aussi de beaux endroits dans le sud, mais la population de l'Iran n'est pas répartie uniformément dans tout le pays. Donc cette région était peu peuplée. Et c'est un autre point intéressant. Trump, le monstre, et la BBC, un autre monstre ou toute une série de monstres, ont dit que les gens voulaient que nous les bombardions. Et la BBC est même allée plus loin en disant que les gens voulaient que nous les bombardions avec des armes nucléaires. J'ai tweeté cela à partir de la BBC. Bien sûr, quelqu'un d'autre l'a repris. Mais ensuite, j'ai tweeté à ce journaliste de la BBC, ce criminel qui avait publié cela, afin que les gens puissent voir la véritable nature de la BBC. Mais Trump a dit que les gens en Iran voulaient que nous les bombardions. Puis un de ses hauts commandants a déclaré « Quiconque avait une arme tirait sur nous ». Alors c'est quoi? C'est quoi au juste? Aujourd'hui, on voit des jeunes de tout le pays se rendre dans des centrales électriques et y organiser des sit-ins en disant « Bombardez-nous ». Ceux-là sont contre le soi-disant régime, qui en Occident ferait ça pour ses rhymes. Et il ne s'agit pas seulement de se rallier au drapeau. Bien sûr, les gens se rallient au drapeau, mais personne ne va se rallier au drapeau d'une créature génocidaire. Si les gens n'acceptaient pas la République islamique d'Iran, ils ne se battraient pas pour elle de cette manière. Ils ne risqueraient pas leur vie ainsi. Ils ne sortiraient pas dans les rues chaque nuit, n'iraient pas dans les centrales électriques pour y organiser des sit-ins, ne prendraient pas leurs armes. Et vous savez, ces villageois ne prendraient pas leurs armes pour aller combattre ces commandos. C'est cela, l'esprit du peuple iranien. C'est ce que disait le général Soleimani, que nous sommes la nation du martyr, la nation de l'imam Hussein. Les Américains, le régime de Washington, ont choisi le mauvais pays avec lequel s'amuser. Oui. Et ce que vous avez mentionné, c'était le président des chefs d'état-major interarmés, le général Kane, qui a dit que chaque Iranien possédant un petit pistolet ou un fusil nous tirait dessus. Vous savez, c'est la réalité qu'ils essayent d'ignorer. Et Donald Trump a dit que les gens étaient contents que nous les bombardions. C'est la réalité qui, d'une certaine manière, se manifeste à travers son commandant, son général. Hier,
il a mentionné cela. Professeur Marandi, l'autre point important pour Donald Trump, et même pour Lindsey Graham, qui en parlait aujourd'hui et hier, c'est la manière dont l'Iran gère ce commerce à travers le détroit d'Ormuz et réduit l'importance du dollar, ou influence d'une certaine façon la valeur du dollar. Parce que l'Iran, en ce moment, ne veut plus dépendre du dollar américain. Depuis plus de 46 ans, l'Iran subit d'énormes sanctions. Alors, quelle est la politique dans le détroit d'Ormuz qui touche aussi durement Lindsey Graham et des gens comme lui? Eh bien, tout d'abord, ils ne veulent pas que nous utilisions le dollar. Ils nous ont sanctionnés. Ce sont des sanctions de pression maximale. Ils veulent affamer notre économie. Ils veulent faire souffrir l'Iran. Donc, s'ils ne veulent pas que nous utilisions le dollar, alors nous utiliserons autre chose. De quoi se plaignent-ils? L'Iran contrôlera sans aucun doute le détroit d'Ormuz et il se battra pour cela. Et il réussira. Et si les États-Unis intensifient, Nima, ces dictatures arabes du Golfe Persique cesseront probablement d'exister. Si je vivais là-bas maintenant, je partirais. Parce que s'ils commencent à frapper nos infrastructures critiques, ce qu'ils ont déjà fait, mais à mesure que nous avancerons, l'Iran détruira les leurs. Et leurs infrastructures critiques sont bien plus coûteuses. Et tout cela se trouve le long de la côte. Et rien de tout cela n'est indigène. Toutes nos infrastructures essentielles ont été construites par des ingénieurs iraniens. Leurs infrastructures essentielles ont été construites principalement par de grandes entreprises occidentales, et elles sont là, juste devant nous, le long de la côte. Ce sont des déserts. Tout ce qu'ils ont, c'est du pétrole et du gaz. Et sans rien d'autre que du pétrole et du gaz, s'ils n'ont ni eau ni électricité, ils sont finis. S'ils n'ont pas de pétrole ou de gaz, ils sont finis. Et ils ne peuvent pas se plaindre, car ils pensaient que leur suzerain nous éliminerait. Cela ne s'est pas produit. Alors maintenant, ils vont en payer le prix. Soit ils reculent et mettent fin à cette guerre, et ils peuvent y mettre fin aujourd'hui, Nima, les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe Persique. Ils peuvent s'asseoir ensemble aujourd'hui et dire « Tous les Américains doivent immédiatement quitter notre territoire. Tous les soldats américains doivent immédiatement quitter notre territoire. Ils ne peuvent plus faire atterrir leurs avions ici. Ils ne peuvent plus se ravitailler ici. Ils ne peuvent plus charger de bombes ici. Ils ne peuvent plus survoler notre espace aérien. Ils ne peuvent plus tirer de missiles sur l'Iran depuis ici. Ils ne peuvent plus utiliser notre territoire contre l'Iran, ni nos côtes contre l'Iran. Alors, à part la question des réparations qu'ils devront payer, ce serait terminé. Comment Trump pourrait-il poursuivre cette guerre génocidaire? Ce ne serait plus possible pour lui. Sans eux, il ne peut pas le faire. Donc, lorsque la destruction de leur infrastructure surviendra, lorsqu'elle aura lieu, ils n'auront personne à qui se plaindre, et ce ne sera plus vivable là-bas. Et dans 3, 4, 5 semaines, je veux dire, vous venez du sud de l'Iran, à quel moment fait-il très chaud et humide dans cette région? Dans quelques semaines à peine. Et puis il y a les sables de la péninsule arabique, et, vous savez, les armes et systèmes d'armes américains ne sont pas bien protégés parce qu'ils ne sont pas dans leur base. Ils ont tous été acheminés en urgence pour une guerre très courte qu'ils étaient censés gagner du jour au lendemain. Ce sera une très mauvaise nouvelle pour... Enfin, je veux dire, Trump veut augmenter le budget militaire à 1,5 billion et bien sûr le prendre dans la bouche des orphelins et des marginalisés pour nourrir sa machine de guerre. Mais une grande partie de cet argent, voire la totalité, servira à réparer tout l'équipement qu'ils ont apporté dans cette région, lequel subira de graves dommages, indépendamment de la guerre, à cause de la chaleur, du sable et des tempêtes de sable qu'ils commenceront à affronter dans les semaines à venir.
Quoi qu'il en soit, ces pays ne seront pas habitables, surtout pour les personnes très riches qui ont profité du pétrole et du gaz pendant toutes ces années. Ils ne pourront pas supporter cette situation. Ces régimes vont tous s'effondrer. Ils vont tous s'effondrer. Soit de nouvelles personnes prendront le pouvoir et l'Iran les accueillera, soit ce sera le chaos, soit ils seront affaiblis. Ces régimes peuvent subsister, mais ils seront affaiblis, et ils n'auront à blâmer qu'eux-mêmes. Utilisaient-ils ces pays du CCG pour mener l'opération en Iran? Parce qu'au moment où l'opération se déroulait, nous avons vu l'Iran frapper certaines cibles au Koweït. Quel était le lien entre les deux? Oui, ils ont tiré. Je veux dire, les forces armées américaines ont même utilisé les réseaux sociaux pour montrer qu'elles lançaient des missiles depuis ces pays. Et bien sûr, ces avions qui ont été abattus, ces 3 avions, dans l'espace aérien koweïtien, comment sont-ils arrivés là? Parce qu'ils les utilisaient. Tous ces pays sont impliqués. En ce moment, des soldats américains se trouvent dans ces pays. Comme leurs bases sont détruites, ils se cachent dans des hôtels. Ils sont toujours là, leurs ressources dispersées à travers le pays. Ils tirent sur l'Iran depuis l'extérieur. Mais c'est plus que cela. Ces régimes sont désormais complices. L'Iran ne va pas s'arrêter là. Maintenant, l'Iran va dire « Très bien, nous avons détruit les bases américaines, mais vous êtes complices et vous détruisez notre infrastructure. » Nous détruirons votre infrastructure. Et puisque la plupart de ces infrastructures appartiennent partiellement ou entièrement à des entreprises et sociétés occidentales, celles-ci seront notre première priorité. Mais ces régimes n'ont aucune raison de se plaindre. Ils ont tué nos enfants. Le massacre des enfants à Minab est de leur fait. Aucun de ces régimes ne s'est excusé. Et d'ailleurs, ces régimes financent aussi la guerre. Les Émirats, l'Arabie saoudite et le Qatar, ces 3-là, il est connu qu'ils ont contribué au financement de la guerre de Trump. Et maintenant, Trump veut encore plus d'eux. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, ils sont complices à tous les niveaux. Et l'Iran est la partie qui a fait preuve de retenue, car l'Iran est un acteur moral. Nous n'avons pas commencé cette guerre. Nous n'avons initié aucune étape de l'escalade. Mais lorsqu'ils ont intensifié, nous avons intensifié. Voici ce que le CGRI vient d'annoncer. Si l'armée des États-Unis franchit les lignes rouges, la riposte ira au-delà de la région. Nous frapperons les États-Unis et leurs infrastructures partenaires de manière à leur interdire l'accès au pétrole et au gaz de la région pendant des années. Et il parle même du Bab el-Mandeb. Car le Bab el-Mandeb n'est pas, vous savez, actuellement en jeu. Il n'est pas effectivement fermé par les Houthis. Nous sommes très très proches. La résistance au Yémen et en Irak a effectué quelques petits mouvements, davantage en Irak qu'au Yémen, mais elle n'a pas encore entrepris les actions décisives qu'elle peut et qu'elle entreprendra si la situation s'étend, ce qui est désormais attendu. Nous avons vu dans les actualités que l'expert iranien ainsi que l'expert du Hezbollah se trouvent au Yémen. Je ne sais pas si c'est exact, mais certains rapports suggéraient que cela serait lié au sort de Bab el-Mandeb en mer Rouge et à la manière dont ils vont réagir à l'escalade des États-Unis. À présent, le Yémen compte largement assez d'experts. Je ne sais pas qui arrive et qui repart, mais le Yémen a beaucoup d'experts et leurs compétences sont véritablement locales. Ils produisent leur propre système, ils construisent leur propre infrastructure et ils ont déjà remporté une guerre contre les États-Unis. Je suis donc certain qu'il existe une coopération entre tous les éléments de l'axe de la résistance au niveau local, en matière de formation et de nouvelles technologies.
Mais l'infrastructure au Yémen, tout comme au Liban et en Irak, ces pays regorgent de jeunes gens intelligents et instruits qui, vous savez, avancent et contribuent à renforcer ces entités. Puisque nous avons mentionné les médias occidentaux, il faut noter que Tucker Carlson appelle l'armée américaine et les proches de Donald Trump à soit démissionner, soit lui retirer les codes nucléaires. C'est le même homme qui soutenait Donald Trump, qui a tout fait pour l'aider à être élu et réélu aux États-Unis. Aujourd'hui, ils prennent leur distance avec Trump. Ils ne veulent plus de cela de sa part et ils ne voient rien de bon en sortir. Hier, il a publié un reportage parlant essentiellement du langage utilisé par Trump et du fait que personne ne comprend vraiment ce qui se passe avec lui. Je pense qu'il faut reconnaître le courage de ces personnes qui comprennent ce qui est en jeu pour les États-Unis à long terme. Oui, je dirais que le Dr. Carlson était probablement l'une des deux personnes les plus influentes dans son ascension au pouvoir, aux côtés d'Elon Musk, je suppose. Donc bien sûr important. Mais il y a le culte MAGA. Et le culte MAGA n'est pas composé de gens rationnels. Ce ne sont pas des personnes qui ont une boussole morale. Je veux dire, quiconque soutient Trump, quiconque soutient le régime à Washington, n'a pas de boussole morale, que ce soit un démocrate ou un républicain. Mais Trump, vous savez, est vraiment, il est clair qu'il est très grossier. Je veux dire, vous savez, menacer de commettre un holocauste, affirmer qu'il le fera ce soir, montre à quel point il est malfaisant et sinistre. Mais le fait qu'il ait encore des partisans montre qu'une partie de la société américaine est irrécupérable. Mais les choses tournent contre lui. J'ai raconté combien, avant qu'il ne soit martyrisé, il a parlé de Trump, il a comparé au pharaon, et il a dit que le pharaon est tombé au sommet de sa puissance. Je paraphrase, je ne me souviens plus des mots exacts. C'était son dernier discours, ou peut-être l'avant-dernier. Les gens peuvent le trouver sur le site web. Mais en gros, il prédisait que Trump tomberait comme le pharaon. Merci, professeur Marandi. Je sais que c'est incroyable ce qui se passe. Et c'est tragique, parce que les gens en Iran ne sont pas satisfaits de la situation. Et ils savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de résister. Et c'est bien là le problème. Le Moyen-Orient devrait être libéré, je pense, après tout. Quoi qu'il arrive dans la région, après tout ce temps, le Moyen-Orient devrait être affranchi de ce qui s'y passe. Vous savez, la domination américaine devrait prendre fin. Je pense que c'est ce que l'Iran a accompli. Exactement. Le sionisme dirige les choses. L'Holocauste qui est menacé, c'est le sionisme. Le récit d'Amalek, c'est le sionisme. Tout cela, c'est le sionisme. Ce que Trump dit, ce que Netanyahou a dit, tout cela, c'est le sionisme. Cette mentalité génocidaire, c'est encore le sionisme. Et cela prendra fin. Peu importe ce que disent ces commentateurs et politiciens occidentaux et la manière dont ils nous diabolisent, nous sommes du côté de la vérité et de la justice. Tout ce que nous disons, c'est que la suprématie ethnique et le génocide sont mauvais. Et pour cela, nous avons été diabolisés pendant 47 ans. Et nous le disons à propos d'un peuple qui n'est pas notre cousin. Ce ne sont pas nos voisins. Ils sont loin, ils ne sont pas si proches. Il y a des pays qui se trouvent entre nous et la Palestine. Mais il s'agit d'un principe moral. Ce sont des êtres humains. Tout comme leurs enfants sont comme mes enfants. Leurs femmes sont comme les femmes iraniennes. Leurs hommes sont comme toi et moi. Exactement. En tant qu'êtres humains, en tant que musulmans chiites, nous ne pouvons pas nous incliner devant l'empereur. Ce n'est pas possible. Dans son tout dernier discours, l'ayatollah Khamenei a cité l'imam Hussein et a dit que les semblables de l'imam Hussein
ne peuvent pas prêter allégeance aux semblables de Yazid, ce qui signifie qu'il ne peut pas prêter allégeance aux semblables de Trump. Et nous ne pouvons pas prêter notre allégeance aux semblables de Trump. C'est notre destin. Peu importe ce qui arrive, car Dieu est juste. Merci beaucoup, professeur Marandi. Un grand plaisir, comme toujours. Merci, Nimal Khorshid. Un grand plaisir. Great pleasure.